l'honneur me revient de vous présenter ce jour, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet-Makosso, la loi de finances rectificative pour l'année 2022. La présente session étant la dernière de cette mandature, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour vous remercier du soutien constant dont mon département a pu bénéficier de votre part au cours des 5 dernières années, surtout pendant la période marquée par la pandémie intensive du Covid-19. Je formule le vœu ardent de vous retrouver tous à la prochaine rentrée parlementaire pour qu'ensemble, nous puissions continuer à mettre en œuvre le projet de société du président de la République pour un Congo paisible, solide et prospère. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, alors que la crise du Covid-19 commençait à s'estomper au début de l'année 2022, le monde s'est retrouvé plongé dans une autre crise qui présentait 2 volets. La crise alimentaire d'une part et la crise énergétique de l'autre. En effet, la tonne de blé tendre servant à la fabrication du pain, aliment de base du monde entier, s'est envolée de 285 € la tonne en 2021 à 486 € la tonne actuellement. Et les autres produits alimentaires ont enregistré des flambées importantes allant de 30 à 70%. Quant au baril de pétrole, il a grimpé de 60 $ à 100 $ le baril ces derniers jours. Nous en savons tous la cause. La guerre russo-ukrainienne, les 2 pays étant connus pour être parmi les plus importants pays greniers du monde, et la Russie étant l'un des plus grands exportateurs de pétrole et du gaz au monde. Face à cette crise, la quasi-totalité des pays du monde a réagi en adoptant des lois de finances rectificatives. En Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire l'ont fait au mois de mai. Plus près de nous, le Cameroun et le Gabon l'ont fait en juin. J'étais en mission en France. Au début de ce mois, la France était également en train de réviser sa loi de finances pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, c'est le tour de notre pays d'engager ce processus avec vous. Le projet de loi de finances 2022 que je présente aujourd'hui a pour fondement juridique, et le Premier secrétaire l'a rappelé tout à l'heure, l'article 58 de la loi organique 36/2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances, qui dispose que un projet de loi des finances rectificative est déposé au Parlement par le gouvernement si 1. L'équilibre financier défini par la loi de finances initiale est modifié en fonction de la conjoncture. 2. Si les recettes constatées au cours de l'année sont largement inférieures ou supérieures aux prévisions initiales. 3. Lorsque des nouvelles mesures législatives ou réglementaires affectent l'exécution du budget de manière substantielle. Nous sommes bien dans ce cas. Ce fondement juridique que je viens de rappeler a été d'ailleurs reconnu par la Cour suprême qui a émis un avis favorable sur le présent projet de loi de finances, et cet avis favorable a été émis le 20 juin 2022. Honorable Président,
honorables membres du bureau, honorables députés, tous les bouleversements au niveau mondial que j'ai mentionnés plus haut ont eu un impact à la fois positif et négatif en ce qui concerne l'économie congolaise. Positif car le Congo, pays producteur de pétrole, a bénéficié de la hausse du prix du baril de pétrole qui s'est traduite par des recettes pétrolières au-dessus, supérieures aux prévisions du budget initial de 2022 que vous aviez voté en fin d'année 2021. Négatif car le Congo, gros importateur des produits alimentaires, plus de 600 milliards de francs CFA par an, et consommateur tout naturellement, comme la plupart des pays du monde, sinon tous les pays du monde évidemment, des produits énergétiques, a subi de plein fouet l'inflation mondiale frappant les produits alimentaires et énergétiques. Il est ici donc important de souligner que la loi de finances rectificative 2022, telle qu'arrêtée par le gouvernement, poursuit un double objectif, à savoir, premièrement, intégrer les dépenses et les recettes nouvelles générées par la crise alimentaire et énergétique mondiale. Deuxièmement, maintenir le cap de l'assainissement et du développement de notre économie tel que défini, principalement par notre plan national de développement économique 2022-2026 et subsidiairement par l'accord signé le 21 janvier 2022 avec le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie du crédit. C'est dire que la construction de la résilience à court et à moyen terme de l'économie congolaise face aux crises présentes et à venir reste de la politique budgétaire prescrite par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques données chiffrées de ce budget rectificatif et de tirer quelques conséquences de la réorientation budgétaire que nous amorçons ainsi. Parler de réorientation budgétaire ici consiste à dire que la loi de finances rectificative est marquée par un niveau élevé des subventions alimentaires et énergétiques, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ma présentation de ce jour va donc s'articuler autour de trois principaux axes ci-après. Premièrement, examen des dépenses et recettes nouvelles à la base précisément de la loi de finances rectificative et qui justifie la présente loi de finances rectificative. Deuxièmement, l'évolution de quelques agrégats budgétaires significatifs et en même temps, nous parlerons des concours extérieurs attendus pour nous aider à combler le gap de financement qui, malgré les recettes dont je vous ai mentionné, existe toujours. Enfin, un mot sera dit en ce qui concerne les conséquences de la politique des subventions importantes que nous avons proposées dans le cadre de cette loi de finances rectificative, c'est-à-dire pour les 6 mois d'ici la fin de l'année. D'une part, conséquence d'une part sur les relations de notre pays avec les partenaires extérieurs et particulièrement les FMI, et d'autre part, un mot également pour ce que nous pourrions faire lors de l'élaboration de la loi de finances 2023, car le niveau des subventions que je veux vous annoncer est un niveau particulièrement élevé et qui ne pourra certainement pas être soutenu à moyen et long terme. Permettez-moi maintenant de partager avec vous ces dépenses nouvelles et recettes nouvelles qui justifient précisément la loi de finances rectificative 2022. Au niveau des dépenses nouvelles, nous avons d'abord en première ligne la prise en compte du plan de résilience
adoptées par le gouvernement pour faire face à la crise alimentaire. Au titre donc de cette subvention et de financement de ce plan, il a été retenu, en plus des dépenses déjà prévues dans la loi de finances initiale, les dépenses additionnelles suivantes. Dans l'axe 1 du plan de résilience, il est prévu la promotion d'une production agricole de substitution à l'importation. L'option prise par le gouvernement, sous les orientations directes du président de la République, c'est de dire, face à la crise alimentaire d'ailleurs montre l'actualité du plan de société du président de la République qui était déjà axé sur l'agriculture. Orientation reprise dans le plan national de développement. Il faudrait donc qu'au niveau budgétaire, ceci puisse être traduit en chiffres. Donc, en plus du budget de l'agriculture qui avait été plus que doublé dans la loi de finances initiale, dans le cadre de la loi de finances rectificative, au titre du soutien à la substitution à l'importation, c'est-à-dire la production nationale des féculents de base, c'est-à-dire le manioc, l'igname, la banane, le soutien de toutes ces productions, nous allons ajouter presque 6 milliards, de façon plus précise, 5,9 milliards pour les 6 mois. Et nous allons reprendre la même vigueur, avec la même vigueur, la dotation du département agricole lors de la loi de finances de 2023 que nous pourrions examiner dans 2 mois et demi. Donc, premier axe du plan de résilience, promotion de la production agricole de substitution aux importations, 5,9 milliards. Deuxième axe du plan de résilience, on s'est dit, produire c'est bien, mais faudrait-il encore qu'on arrive à sortir des bassins de production ces produits alimentaires pour les acheminer vers les grands lieux urbains de consommation. Donc, l'axe 2 du plan de résilience adresse ce problème, trouve une solution à ce problème, c'est qu'on accompagne cette production agricole de substitution à l'importation par des financements des pistes rurales et des routes, et pour cela, au titre de la facilitation donc, des transports des produits de base, des bassins de production au centre urbain, nous allons mettre 3,6 milliards de plus, retenez bien cela, tous les chiffres que je vous donne sont en addition par rapport à la loi de finances initiale. 3,6 milliards. Ça, c'est l'axe 2. L'axe 3 du plan de résilience à la crise alimentaire s'appelle stabilisation des produits alimentaires et agricoles essentiels. Ici, le gouvernement a voulu traiter, d'une part, le problème du pain en soi, parce que c'est un problème absolument important, tout au moins à court terme, et d'autre part, les autres produits alimentaires de base que nous connaissons déjà, le sel, la tomate, les poissons, la volaille, etc., etc. Une liste de presque 30 produits alimentaires. Voici donc le dispositif qui a été pris. Pour ce qui concerne le pain, il sera alloué une subvention de 8 milliards qui se répartit comme suit. 2 milliards au titre du premier semestre, parce que pendant le premier semestre, notre pays a consommé du blé tendre qui était importé au moment où les cours étaient encore intéressants. Voilà pourquoi la subvention est de 2 milliards seulement. Mais pour le deuxième semestre, nous allons ajouter 6 milliards de subventions pour stabiliser le prix du pain. Ça veut dire quoi? Le pain va demeurer à 150 francs CFA, celui de 220 grammes, pour la baguette, le pain de base, et le surcoût lié à l'augmentation du prix du blé tendre au niveau international sera intégralement financé par l'État pour que les ménages du Congo puissent continuer à se nourrir au prix stabilisé. Voilà l'option qui a été prise sous la direction du président de la République par le Conseil des ministres en ce qui concerne le pain. Je vous dirais que en la matière, d'autres pays ont fait autant.
Mais d'autres ont appliqué des politiques différentes. Mais en ce qui concerne le Congo, l'option prise par le Conseil des ministres sous la direction du président de la République, c'est de financer intégralement le surcoût du pain. Donc, quand nous mangeons chacun le matin la baguette, sachez que ça coûte extrêmement cher à l'État. 8 milliards au titre de l'année 2022. Qu'en est-il des autres produits alimentaires? Les autres produits alimentaires sont déjà subventionnés presque à 100%. Les autres produits alimentaires que j'ai cités tout à l'heure, le sel, la viande, la volaille, le lait, les œufs que nous importons, coûtent à l'État congolais chaque année 120 milliards de francs CFA au titre de ce que nous appelons les dépenses fiscales. Ça veut dire quoi ce mot savant? Ça veut tout simplement dire les exonérations fiscales. Pour l'importation de ces produits alimentaires, l'État ne perçoit rien en termes d'impôts, rien en termes de douane. Le Congolais, quand il mange, il ne se rend pas compte du coût budgétaire que l'État met sur la table pour que les prix soient stabilisés et pour que le Congolais puisse accéder à l'alimentation à moindre coût. Donc c'est une politique forte pour réduire ou stabiliser ou maintenir le coût de la vie du Congolais moyen très très bas. Voilà l'option qui est prise dans le cadre de cette loi de finances rectificative sous l'orientation du président de la République lui-même. Ça, c'est donc l'axe 3. 8 milliards de subventions pour le pain et un rappel, 120 milliards de subventions de dépenses fiscales pour l'ensemble des produits alimentaires. On ne peut pas subventionner ce qui est déjà à 100% subventionné. L'axe 4, appui aux producteurs locaux. Ici, le chiffre, c'est 2 milliards. On peut le trouver certainement faible. La raison est simple. Il ne s'agit pas de faire des crédits directs ou de donner des ressources de l'État, qui sont rares en ces temps, à des producteurs directement. Ces expériences ont été tentées et chacun de nous peut tirer le bilan. Cette fois-ci, on va essayer autre chose. On va accompagner les producteurs sous 2 formes. La forme de garantie bancaire. Le producteur prend son crédit agricole, prend son crédit à la banque, l'État garantit. Première forme. Deuxième forme, d'où les 2 milliards. Le producteur prend son crédit à la banque et souvent les agriculteurs estiment à juste titre, je suis banquier moi-même, que le coût du crédit est trop lourd pour les activités fort importantes que nos fermiers, nos agriculteurs mènent pour nourrir notre peuple. Eh bien, l'État va prendre en charge, à travers ces 2 milliards, subventionner, bonifier, le mot c'est bonifier les taux d'intérêt pour que les fermiers et les agriculteurs accèdent au crédit bancaire à 0% de taux d'intérêt. L'axe 5, nous l'avons appelé toujours du plan de résilience, nous sommes toujours dans le plan de résilience, mise en œuvre des mesures administratives. Il est prévu 815 millions. Pourquoi mise en œuvre des mesures administratives? Parce que le gouvernement ne souhaite pas qu'après un effort aussi important au niveau de la subvention des produits alimentaires, que nos amis très importants, que sont les intermédiaires, les commerçants, puissent tirer des super profits. Qui tirent les profits, c'est normal, ce sont des hommes d'affaires, mais qui ne tirent pas des super profits. Ou alors, qui ne disent pas, oh, au niveau international, les prix ont augmenté, voilà pourquoi Maman Bisso est matipé. Non, il n'y a pas de matipé, puisque l'État subventionne aussi bien les produits alimentaires que la farine à 100%. Donc, le ministère du Commerce, de l'Industrie, nos forces de sécurité et d'ordre public auront quelques moyens pour faire appliquer, faire observer les prix homologués, les prix tels que subventionnés par l'État. Ça ne sert à rien que nous mettions autant d'argent pour que notre peuple puisse accéder à la nourriture à un faible coût et que ce soit détourné par des hommes d'affaires, aussi importants soient-ils dans le circuit économique. Donc voilà pourquoi
815 millions ont été alloués en termes de véhicules, en termes de déplacement, en termes de surveillance, pour que, effectivement, la politique de subvention bénéficie au consommateur final congolais. Enfin, l'axe 6, c'est ce que nous avons appelé la protection des couches sociales fragiles. Nous avons déjà, dans la loi de finances initiale, dans le cas de Lusingui, prévu des montants assez importants pour soutenir les couches sociales défavorisées de notre pays. Ici, nous ajoutons une autre couche, 3 milliards supplémentaires, pour pouvoir leur permettre de faire face au coût de la vie marginal, parce qu'entre nous, il sera vraiment marginal, puisque tout est pratiquement subventionné. Voilà donc décliné, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, les 6 axes du plan de résilience avec les dotations additionnelles que nous avons mises en place dans le cadre de cette loi de finances rectificative. Donc au total, pour la subvention du plan de résilience, nous aurons donc un montant de 23,5 milliards au titre des 6 axes que je viens de décliner. On n'a pas fini avec les subventions. Ça, c'était la partie alimentaire, abordant le plus gros et le plus cher et le plus lourd parce que ça a un impact sur notre économie, un impact très très fort sur notre économie. Il s'agit de la subvention du carburant, du gaz et de l'électricité. Pour le carburant, il est prévu 123,2 milliards de subventions. 123,2 milliards de subventions de carburant. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gasoil est maintenu à 475 francs le litre, malgré l'augmentation ou quasiment le doublement du coût du baril. Le gasoil est maintenu à 475 pour les particuliers, pour les entreprises, pour l'État. Ça nous coûte 123,2 milliards. C'est l'option prise par le gouvernement, au moins pour les 6 mois. Parce qu'en 2023, il va falloir qu'on mette tout ça sur la table. Pour les 6 mois, c'est l'option prise. De ce point de vue, la loi de finances rectificative 2022 est une loi de finances transitoire vers un autre régime que nous allons appeler à définir à partir de débats que nous aurons dans la loi de finances 2023. Donc, pour le carburant, le gasoil reste à 475 francs le litre, l'essence reste à 595 francs le litre, le pétrole reste à 320 francs le litre. Et avec cette subvention, les prix doivent donc rester les mêmes, malgré le quasi-doublement des prix internationaux. Voici l'option prise par le gouvernement. On n'a pas fini avec les subventions. Le gaz, très important, vu l'impact social, vu si nous voulons préserver entre autres l'environnement, nous n'avons pas le choix. Il faut subventionner le gaz. J'entends le gaz domestique. Et là aussi, nous avons mis sur la table, le gouvernement a mis sur la table 9,1 milliards de subventions. De telle sorte que les bouteilles de gaz, dans leurs différents poids, restent les mêmes au moment où nous parlons. C'est-à-dire 6 400 pour la bouteille de 12 kg, 10 300 pour la bouteille de 20 kg, et j'en passe. Stabilité totale des prix. Voilà l'option prise par le gouvernement au niveau du gaz. Toujours pour préserver le panier de la ménagère. Enfin, l'électricité. Là aussi, c'est le même phénomène. L'électricité chez nous est produite à 70% par la SEC, la centrale électrique du Congo, et qui consomme pour cela du gaz, de l'énergie. Et cette énergie aussi a augmenté. Et nous ne voulons pas toucher le prix du consommateur. Nous voulons que ça reste le même. On veut préserver à 100% le coût de la vie. Ça nous coûte 41 milliards de subventions. 41 milliards.
que nous vous proposons dans le cadre de cette loi de finances rectificative pour protéger les Congolais de l'inflation forte au niveau international des prix alimentaires et d'énergie. Au total, pour la ligne subvention carburant, gaz et électricité, appelons-la subvention énergétique, 173,6 milliards que l'État va dépenser. Nous avons profité, voici pour la partie des dépenses nouvelles liées directement à la crise alimentaire et à la crise énergétique. Permettez-moi maintenant de partager avec vous quelques autres dépenses nouvelles liées de réajustement ou de mise à jour d'un certain nombre d'opérations que le gouvernement a estimées urgentes. Au titre donc de crédits additionnels nouveaux, dépenses nouvelles, nous allons vous demander à l'Assemblée de nous autoriser d'augmenter les crédits de fonctionnement de 14 milliards pour, 1, financer le surcoût de l'organisation des élections que nous venons d'avoir, en termes d'équipement, en termes de matériel, ça nous a coûté plus cher que prévu. Donc nous sollicitons l'Assemblée nationale pour nous accorder une rallonge de 13,5 milliards au titre de dépenses de l'organisation des élections. Nous demandons également à la représentation nationale 500 millions pour le Haut Commissariat à la réinsertion, parce que pour les opérations de réinsertion, les partenaires extérieurs ont mis sur la table leur contribution et nous ne pouvons pas rester en reste puisqu'il s'agit de nos problèmes à nous. Et il manquait pour cela 500 millions et nous avons profité de la loi de finances rectificative pour vous demander 500 millions de plus pour la réinsertion au titre de la contrepartie nationale du Congo. Au titre des investissements que nous avons estimé urgents qu'il fallait faire au cours des 6 prochains mois, nous avons retenu les investissements suivants. 7 milliards au total, ventilés de la manière suivante. Ministère du Tourisme et Loisirs, 1 milliard pour les études et le début de l'exécution d'un projet qui tient beaucoup à cœur le président de la République et à juste raison, parce qu'il s'agit de projet touristique de la baie de Luango qui permettra aux touristes, n'oubliez pas que le tourisme est un des axes retenus dans le cadre de notre plan national de développement. Et la réalisation de ce projet touristique de la baie de Luango nous permettra d'attirer beaucoup de touristes et particulièrement ce que j'appelle nos frères qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, qui jusqu'alors visitent bien le Sénégal, tout le monde connaît Gorée, visitent bien le Ghana, qui a mis en place un programme fort intéressant, où il ne s'agit pas seulement de demander aux frères noirs américains ou caribéens ou de l'Amérique latine de venir visiter le Ghana, mais également d'investir au Ghana. Le Ghana est passé du stade de tourisme à un stade d'investissement. Il coupe les deux. Ça, c'est l'Ouest, la partie ouest africaine. Les bateaux de négriers ne partaient pas que de l'Afrique de l'Ouest. Ils partaient également de l'Afrique centrale. D'où l'idée fort intéressante du président de la République de dire qu'il faudrait que nous ayons aussi un pôle en Afrique centrale, à la baie de Luango, pour pouvoir donc attirer nos frères touristes américains, noirs américains, de toute l'Amérique, j'entends, du Nord, l'Amérique du Nord comme l'Amérique latine, comme les Caraïbes également, à venir visiter également l'Afrique centrale. Ils le font avec un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. Retrouver la terre africaine pour nos frères est quelque chose de très émotionnel et de très fort. On l'a constaté en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas en Afrique centrale? D'où
l'idée pour le président de la République de lancer ce grand projet de la baie de Luango. Nous avons également ajouté 1 milliard pour le ministère des Sports pour la rénovation du stade Massamba Demba. Nous connaissons tous, et je n'ai pas envie de partager avec ici, la tristesse de nos complexes sportifs créés à coups de milliards, qui sont dans un état, parfois je préfère utiliser le terme avec vous, piteux, et il va falloir que nous commencions à adresser ce problème. Nous avons commencé déjà à le faire, et nous avons mis 1 milliard sur la table supplémentaire, et nous comptons continuer dans cet effort lors du budget 2023 pour la maintenance de nos investissements réalisés à coups de milliards et que nous ne voulons pas voir partir en fumée. Au niveau du ministère de la Culture, 1 autre milliard également pour la rénovation des musées. Au niveau du ministère de l'Économie et du Plan, 500 millions pour l'élaboration des plans locaux de développement et le plan de communication du PND. Les plans locaux de développement sont très importants parce que nous avons déjà un plan national de développement. Il va falloir, comme le dit souvent ma collègue ministre du Plan, que cela descende un tout petit peu au niveau local, qui est le pendant local de ce plan national de développement. Et cela, nous avons besoin d'un peu de ressources, elle a besoin d'un peu de ressources pour entamer ces plans locaux de développement. Au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire, nous avons ajouté 2 milliards pour les voiries et l'assainissement de Pointe-Noire et 500 millions pour la route Djambalango-Lokia, qui étaient des projets que nous avions engagés et que nous comptons vouloir terminer, soit 2,5 milliards de plus. Au niveau du ministère de l'Industrie, la création, le président a poussé à juste titre pour la création de l'usine des engrais. On en parle, mais il va falloir passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut les moyens. Eh bien, on a mis 500 millions pour les études, pour les 6 prochains mois, et nous comptons mettre beaucoup de ressources pour la création de cette usine, parce que, comme vous l'imaginez si bien, l'axe 1 du PND, c'est l'agriculture. L'actualité sur l'agriculture ne pose plus aucun problème. On peut financer beaucoup de choses, on peut créer beaucoup de production avec les engrais qui pourront sortir de cette usine. Donc, 500 millions au niveau du ministère de l'Industrie pour lancer ce projet de création de l'usine des engrais. Enfin, au niveau du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, nous avons ajouté 500 millions pour l'électrification de la ville de Pointe-Noire que nous avons d'ailleurs commencé et que nous comptons renforcer. Donc, au total, des crédits d'investissement nouveaux pour 7 milliards. En additionnant l'ensemble des dépenses que je viens vous indiquer, nous arrivons à la coquette somme de 218 milliards, 218 milliards, de dépenses nouvelles. Et c'est très facile. Vous prenez la loi de finances initiale qui n'a pas bougé d'un iota, vous ajoutez ces 218 et vous obtenez le total des dépenses de notre budget, et je le donnerai d'ailleurs ce total tout à l'heure. Mais, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, ça c'était les dépenses. Il faut que je partage avec la représentation nationale les ressources. Comment allons-nous financer une si grande masse de dépenses? 218 milliards en plus, pour 6 mois, mais nécessaire pour que le coût de la vie des Congolais n'augmente pas. Eh bien, nous avions identifié 3 sources sûres de recettes pour financer ces opérations. La première source, vous l'imaginez tout naturellement, ce sont les recettes pétrolières. Elles nous ont amené, c'est vrai, des dépenses, mais nous sommes producteurs de pétrole. Nous sommes producteurs de pétrole. Donc, nous avons utilisé 95% du surplus pétrolier
soit 186,9 milliards pour financer les dépenses telles que je viens de les décliner. Ça, c'est la première ligne des recettes pétrolières. Utilisation du surplus pétrolier. Et je vous dirais, ça, c'est la vente des cargaisons libres. Les cargaisons engagées, naturellement, nous permettent d'accélérer le remboursement de la dette. En commission ECOFIN, nous aurons l'occasion de revenir sur ce détail. Parce que d'aucuns vont faire une soustraction, ils vont trouver que c'est tant, et le ministre n'a utilisé que 186. Où est passé? Les Congolais calculent très bien les recettes pétrolières et l'utilisation des recettes pétrolières. Où est passée la différence? Ben, la différence, vous la trouverez dans le remboursement des dettes que nous avons vis-à-vis des traders et vis-à-vis de la Chine au titre des opérations d'investissement que nous avons réalisées avec ce pays frère, avec ce pays ami, je dirais. Donc, le gros du surplus a été réparti en deux morceaux. Une partie pour ses dépenses, pour les cargaisons libres, et l'autre partie est collée aux cargaisons engagées. Donc faites bien vos calculs, n'oubliez pas l'autre partie, parce que sinon vous allez dire c'est parti où? Donc voilà pour les recettes pétrolières. C'est donc la première grande source pour financer les dépenses que j'ai indiquées. Et la deuxième ligne des recettes pétrolières, c'est que nous comptons avec la compréhension de la Société nationale de pétrole du Congo. J'en discuterai avec le DG Ominga, cette question. J'en ai déjà discuté avec le ministre Bruno Itoa, qu'il nous verse, puisque le pétrole a un peu augmenté, je suppose que les bénéfices vont un peu augmenter à la SNPC, qu'il nous verse de 10 milliards parce qu'il fallait boucler les 218 milliards. Il faut que je les trouve. Pour ne pas venir avec un but de déficit aggravé, vous le présentez à nouveau ici. C'est l'exercice que nous avons fait. Déficit maintenu. L'opération en question est une opération avec un déficit inchangé, comme nous le verrons tout à l'heure. Donc, total des recettes pétrolières, 196,9. 186,9 au titre du surplus pétrolier, cargaison libre, je précise, et 10 milliards au titre d'une rallonge de dividendes que nous espérons de la Société nationale de pétrole du Congo. Deuxième ligne, les recettes non pétrolières. Oui, nous avons des recettes non pétrolières qui vont être versées par les compagnies pétrolières au titre de la fiscalité de droit commun. TVA, taxes sur les transferts, etc., etc. Pas au titre de CPP, mais au titre de la fiscalité de droit commun. Pourquoi? Parce que dans les avenants au CPP, que vous allez d'ailleurs bientôt examiner, que nous espérons que ça va être examiné assez vite, parce que le ministre des Finances entend les retombées, eh bien, il était prévu une augmentation de la fiscalité de droit commun en moyenne pour les années 2020-2021 et qui ne serait versée qu'une fois nous nous entendons sur les avenants au CPP qui sont sur les bureaux des deux chambres au moment où je parle. Donc, dès que ces avenants au CPP sont signés, la nouvelle fiscalité de droit commun rentre en vigueur et exceptionnellement, nos négociateurs ont été assez, il faut les féliciter, performants. Ça aura un effet rétroactif sur la fiscalité de droit commun pour les années 2020 et pour les années 2021. Et j'ai déjà invité les directeurs des sociétés pétrolières pour leur dire, dès que le président promulgue les avenants au CPP, vous me faites un chèque du coût, puisqu'il s'agit de l'année 2020 et 2021. Il n'y a pas à dire avant ça compte sur. Non, non, non. C'est un chèque du coût, de telle sorte que nous puissions financer les dépenses que je viens d'indiquer. Donc, au titre donc de la retombée de la fiscalité de droit commun liée aux avenants au CPP avec les compagnies pétrolières, nous comptons toucher
pour les impôts et taxes intérieures, 6,6 milliards de plus au titre de l'année 2020-2021. On n'avait pas prévu cela dans la loi de finances initiale. On avait gardé cette petite poche. Parfois, il faut garder des poches parce qu'il y a toujours des dépenses bizarres qui vous attendent de vous. Des niches, voilà le terme. Droits et taxes de douane vont nous rapporter à peu près la même somme, 6,5 milliards. Et ceci pour l'année 2020 et 2021. Et pour l'année 2022, nous comptons, dès que les avenants CPP 100 rentrent en vigueur, eh bien, entrer directement dans cette fiscalité de droit commun moyenne qui a augmenté, au fait, augmenté par rapport à quoi? À la Convention de 68, qui a expiré, comme vous le savez tous, et qui a été remplacée donc par ces fameux avenants au CPP. Et ces avenants au CPP sont sur votre table. Dernière ligne pour financer les dépenses de 218 milliards, c'est le redéploiement des crédits additionnels. Ce n'est pas facile à faire, mais il fallait boucler le financement des 218 milliards. Nous avons été contraints de redéployer les crédits de la loi de finances initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déshabiller Paul pour Pierre. Mais déshabiller Paul, c'est quoi? Eh bien, c'est les dépenses du Covid. Parce que quand nous élaborions la loi de finances initiale 2022 en 2021, souvenez-vous, nous étions encore en pleine période de Covid. Et les crédits qui avaient été prévus étaient des crédits très élevés pour faire face aux dépenses de Covid. Maintenant, personne ne dit que le Covid a disparu. Mais cette pandémie n'a plus la même intensité. Et j'ai fait ce que les autres pays, les autres ministres des Finances ont fait par ailleurs, c'est de redéployer ces crédits pour les nouvelles batailles. Et les nouvelles batailles, c'est quoi? C'est le financement de la crise alimentaire, c'est le financement de l'énergie. Nous avons donc retiré du fonctionnement du fonds Covid-19 3 milliards. On n'a pas tout retiré. On a laissé quand même 7 milliards au cas où il y a une petite flambée. On espère qu'il n'y aura pas de forte flambée. Par prudence, on a laissé 7 milliards. Mais on a retiré 3 pour faire face à la crise alimentaire et énergétique. Nous avons également retiré du Fonds national de solidarité pour les entreprises. Souvenez-vous, nous avions 6 milliards de crédits au titre de ce fonds pour soutenir les entreprises face au Covid. Ce n'est plus totalement d'actualité. Nous avons retiré 5 parce qu'au fait, où vont les subventions? Aux entreprises, pour les permettre de faire face au surcoût. Donc, qu'ils le touchent au titre du Covid, ou que les patronats le touchent au titre du Covid, ou au titre de la crise alimentaire ou énergétique, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, quand on ne nous dit pas, on a puni les entreprises, on leur a enlevé l'argent par ici. Non, on leur a enlevé l'argent par ici, pas pour consommer, mais pour le leur redonner face à la crise alimentaire et énergétique. Au total, donc, nous tombons donc, si vous additionnez, 196,9 milliards de recettes pétrolières, 13,2 milliards de recettes non pétrolières et 8 milliards de redéploiement des crédits budgétaires. Vous tombez sur les 218 qui permettent donc de financer intégralement les dépenses de crise alimentaire, de crise énergétique et les quelques crédits supplémentaires que nous vous demandons pour l'organisation des élections et pour soutenir les investissements. Étant entendu que la loi de finances initiale en recettes et en dépenses est restée intacte. Voilà donc pour ce qui concerne les dépenses nouvelles et les recettes nouvelles. Permettez-moi maintenant de vous donner quelques informations concernant les agrégats significatifs et les concours extérieurs que nous attendons pour le comblement du gap. Donc, les recettes totales du budget rectifié
s'élève à 2825 milliards, 2825 milliards au total, contre 1935 milliards dans la loi de finances initiale 2022, soit une augmentation de recettes globales de 46%. 46%. Les recettes pétrolières totales, là c'est les recettes pétrolières totales, à ne pas confondre avec le surplus, la partie surplus que nous avons examinée tout à l'heure, augmentent de 1086 milliards dans la loi de finances initiale à 1952 milliards dans la loi de finances rectificative. Ça, ce sont les recettes pétrolières, soit un taux d'accroissement d'environ 79%. Je partage avec vous les hypothèses de base, comme nous le faisons traditionnellement. Quelles sont les hypothèses qui ont permis donc d'établir ces recettes pétrolières? Nous avons révisé à la baisse la production à 100 millions de barils en fonction du rythme actuel. On peut avoir toujours du surplus agréable, mais au rythme actuel, nous avons constaté qu'il y a une stabilisation autour de 100 millions de barils l'année, contre 110 millions de barils que nous avions dans la loi de finances initiale. Le coût du baril que nous avons utilisé, c'est 96 $, pratiquement 100 le baril, contre 64 $ le baril que nous avons utilisé dans la loi de finances initiale. Le taux de change, 590 francs CFA, contre 535 francs CFA dans la loi de finances initiale. Donc tous les éléments en dehors, à l'exception de la production, ont contribué à cette forte augmentation des recettes pétrolières. Quant aux dépenses, elles passent de 1735 milliards dans la loi de finances initiale à 2050 milliards dans la loi de finances rectificative. Je marque un temps d'arrêt sur un indicateur très important qui s'appelle le déficit budgétaire hors pétrole par rapport à notre richesse nationale, par rapport à notre PIB, parce que cet indicateur est retenu avec le Fonds monétaire international pour le suivi de notre programme. Il est hors pétrole. Le déficit, donc, hors pétrole de notre pays va s'aggraver un tout petit peu. Il va passer de 13,3% déficit hors pétrole, budgétaire hors pétrole, à 13,6%.